Bien, donc nous voilà dans la troisième séquence de ce chapitre, et c'est dans cette séquence que l'on va décrire et mettre en œuvre la méthode de résolution pour trouver les termes de la matrice associée au tenseur des contraintes. Alors, je vous rappelle qu'on est dans le cas d'un problème plan, ce qui simplifie quelque peu la forme générale de la matrice. On va apprendre à vérifier les équations d'équilibre et puis on va naturellement, étape par étape, trouver les composantes de cette matrice. Première partie de la matrice associée au tenseur des contraintes, c'est-à-dire les termes taux xy, sigma x et sigma y. Voilà. Alors, quel est l'avantage des problèmes plans? Eh bien, c'est qu'il y a des solutions génériques qui ont été préétablies, vous voyez, à la fin du XIXe siècle, par une personne qui s'appelait Airy, sous la forme de fonctions polynomiales, qui permettaient d'étudier de façon simple les contraintes en présence de géométrie, alors de géométrie simple qui provenait essentiellement de la métallurgie, donc pour des sections rectangulaires, triangulaires, circulaires. Et donc on a des catalogues de fonctions dans lesquels on va aller piocher des solutions génériques qui vont nous aider à établir les différents champs de contraintes que l'on cherche. Alors, comment fonctionne une fonction d'Airy? Si on connaît une fonction phi de petit x et petit y, on est dans un système plan, tel que son double Laplacien soit nul. On reviendra sur la définition du Laplacien. Alors, on peut dire que sigma x est égal à d de phi sur dy2 plus v. D de phi, c'est la dérivée seconde de la fonction phi, qu'on appelle la fonction d'Airy, par rapport à y. Sigma y est égal à d de phi sur dx2 plus v, et taux xy est égal, ne l'oubliez pas, un signe moins, à d de phi sur dx dy. Comme il s'agit de fonctions biharmoniques, que vous dériviez d'abord par y, par rapport à y et ensuite par rapport à x, ou par rapport à x puis par rapport à y, ça n'a pas grande importance. Alors v, c'est quoi? Eh bien, c'est les forces, c'est le potentiel duquel dérivent les forces volumiques. Alors en effet, dans les problèmes de mécanique du solide que vous allez rencontrer, il y a des problèmes pour lesquels on ne peut plus négliger les forces volumiques. Ici, les forces volumiques sont liées au poids volumique du béton, et naturellement, on ne peut pas le négliger, puisque c'est le poids du béton qui va jouer le rôle de stabilisateur, bien évidemment. Il y aura d'autres problèmes que vous trouverez dans les cahiers d'exercice ou dans les annales de partiel, où on peut négliger les conséquences des forces volumiques devant les conséquences des forces surfaciques. Mais dans le problème d'un barrage poids, si ça s'appelle un barrage poids, c'est que le poids doit intervenir quelque part dans l'équilibre, on ne peut plus négliger les forces volumiques. Donc il faudra calculer le potentiel V duquel dérivent ces forces. Alors, naturellement, ce qu'on va faire ici s'adresse à des coordonnées cartésiennes, mais il existe, pour des pièces cylindriques, des coordonnées cylindriques et des coordonnées sphériques. Alors, la fonction d'Airy qu'on se propose d'utiliser pour ce problème est la suivante. Donc, on voit que c'est une fonction polynomiale de degré 3, avec des constantes a sur 6, b sur 6, c sur 2 et d sur 2. Et la première des choses à faire, quand on choisit une fonction polynomiale, c'est de s'assurer que son double Laplacien soit nul, puisque c'est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier des propriétés formulées par Airy, reliant les dérivés de cette fonction phi aux contraintes, ou aux composantes de la matrice associée au tenseur des contraintes. Alors, calculons de façon très simple d phi sur dx et d de phi sur dx2. Gardez bien en mémoire ces résultats, puisqu'on les réutilisera ultérieurement. On dérive phi par rapport à y, et on redérive pour avoir d de phi sur dy2, et on fait naturellement, pour avoir le Laplacien en coordonnées cartésiennes, le Laplacien de la fonction phi se note delta phi, c'est d de phi sur dx2 plus d de phi sur dy2. Donc on obtient une fonction polynomiale de degré 1.
Donc naturellement, si on la redérive deux fois par rapport à x et par rapport à y, puisque c'est une fonction polynomiale de degré 1, eh bien le double laplacien sera nul. Donc la fonction phi de x et y est une fonction de Néri. Donc il va falloir, à partir des conditions aux limites et de l'exploitation de cette fonction, trouver la valeur des constantes a, b, c, d que vous voyez dans la forme générique de la fonction. Alors, on va appliquer le résultat proposé par Héry, puisque phi est une fonction de Néri, alors sigma x est égal à d de phi sur dy de plus v, donc je remplace d de phi par dy2 par sa valeur, je remplace d de phi sur dx2 par sa valeur pour trouver la composante sigma y, et enfin, eh bien, je prends l'opposé de d de phi sur dx dy, ce qui fait que j'ai l'allure des composantes de la matrice associée au tenseur des contraintes, sigma x, sigma y et tau xy. On voit qu'on va avoir des distributions linéaires. On ne voit pas apparaître de termes quadratiques ou cubiques, ce qui correspond à des choses que nous avons vues lors de la flexion des poutres. Bien, quand on est en flexion, on engendre des contraintes normales ou des composantes normales pour le vecteur contrainte qui sont linéairement distribuées d'une face à l'autre. Alors il faut trouver d'une part la valeur de V et d'autre part la valeur des constantes A, B, C et D. Alors, vous connaissez la phrase « toute force dérive d'un potentiel ». Naturellement, ici, les forces volumiques sont représentées par le poids volumique du béton. Le poids volumique du béton, nous l'avions noté dans la présentation, gamma indice B, dans le champ de la pesanteur et l'axe des x étant orienté du haut vers le bas, eh bien, les forces volumiques s'écrivent gamma B EX plus 0Y plus 0EZ. Et toute force dérivant d'un potentiel, on a l'habitude d'écrire F égale moins gradient de V. En coordonnées cartésiennes, le gradient d'un scalaire, c'est un vecteur, dv sur dx porté par ex, plus dv sur dy porté par ey, plus dv sur dz porté par ez. Deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales, donc on voit tout de suite que dv sur dy est égal à 0, dv sur dz est égal à 0, et le premier terme, eh bien, moins dv sur dx est égal à gamma b, donc v, de façon simple, par exemple, est égal à moins gamma bx. Donc on va pouvoir remplacer dans les expressions précédentes v par moins gamma bx. Donc il nous reste maintenant à estimer les quatre inconnus grand A, grand B, grand C et grand D. Et pour ça, bien, il y a une méthode classique qui marche pour tous les problèmes dès qu'on est arrivé à cette étape. Alors avant ça, il faut s'assurer que les expressions que l'on a obtenues pour les termes de la matrice associée au tenseur des contraintes permettent de satisfaire les équations d'équilibre. Les équations d'équilibre, quelles sont-elles ? Bien, ce sont celles qui sont données par le principe fondamental de la statique, somme des forces égale à 0. Et ici, eh bien, les forces, il y a d'une part les forces surfaciques. On a vu que les contraintes étaient l'ensemble des forces surfaciques et les forces volumiques. Donc, somme des forces surfaciques plus force volumique est égale à 0. Les forces volumiques, on vient d'en parler, on va les noter petit f, on les avait notées petit f sur le transparent précédent, et les forces surfaciques, on les obtient comment? Alors là aussi, c'est un rappel de choses que vous pouvez retrouver dans une autre séquence. Eh bien, c'est la divergence de la matrice associée au tenseur des contraintes, en se rappelant que la divergence d'un tenseur, c'est un vecteur. Donc le vecteur des forces surfaciques, on l'obtient en calculant la divergence du tenseur sigma. Alors, rappelons ici quelle est l'expression en coordonnées cartésiennes de la divergence d'un tenseur. On obtient un vecteur, on dérive les composantes par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z sur une même ligne, et on en fait la somme. Voilà. Dans le cas présent, notre matrice associée au tenseur des contraintes est simplifiée, puisque nous avions démontré qu'en raison des deux éperons rocheux sur lesquels s'appuie le barrage, certaines composantes tangentielles, comme tau xz et tau yz, étaient nulles. Voilà. Donc on a d'un côté les forces surfaciques, représentées par la matrice associée au tenseur des contraintes, on a de notre côté les forces volumiques.
on va calculer la relation la divergence de la sigma plus f qui est égale à 0, donc d sigma x sur dx pour la première ligne, plus d taux xy sur dy, plus la dérivée de 0 par rapport à z, plus gamma v égale 0, et puis de la même façon on obtient un système de 3 équations à 3 inconnus. Et on va se demander si les expressions que l'on a obtenues grâce aux fonctions d'Airy pour les composantes de la matrice associée au tenseur des contraintes, sigma x, sigma y, taux xy, permettent de vérifier ces équations d'équilibre. Alors on calcule les dérivées dont on a besoin, et puis on remplace et on s'aperçoit naturellement que les équations sont satisfaites, et on apprend en plus, à propos de la dernière, d sur dz de sigma z égale 0, que si d sur dz de sigma z est égal à 0, ça veut dire que sigma z ne dépend pas de z, c'est-à-dire que la composante normale du vecteur contrainte ne dépend pas de la position de la section où l'on se situe le long de l'arête du barrage. La composante normale du vecteur contrainte dépendra uniquement de la position du point M dans cette section. Voilà. C'est cette dernière relation que nous exploiterons dans la dernière partie de la présentation pour mettre en œuvre la loi de Hooke. Voilà. Alors, puisque les équations d'équilibre sont satisfaites, on va maintenant décrire la méthode de résolution du problème. Donc la première des choses, c'est d'écrire les conditions aux limites sur les limites où on a de l'information. Et si on reprend le barrage, on va avoir de l'information sur l'arête OA. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui se passe à l'extérieur du solide le long de cette arête. C'est l'eau qui exerce une force de pression. On va savoir ce qui se passe le long de l'arête OB, c'est la pression atmosphérique. Par contre, ce qu'on cherche, c'est de l'information le long de l'arête AB. Donc on va déjà voir si, en écrivant ce qui est à notre disposition le long des parements amont et aval de ce solide, on arrive à obtenir les constantes, et vous allez voir que c'est le cas. La première des choses, c'est d'isoler une face et de définir sa normale unitaire extérieure sortante. Ensuite, c'est d'écrire les équations de cette face. Ensuite, c'est d'utiliser la relation de Cauchy que l'on a revue dans les rappels sur les contraintes pour écrire l'expression du vecteur contrainte en un point M sur cette face. Et ensuite, c'est d'écrire le principe d'action et de réaction. C'est de dire qu'au niveau de la face, il y a équilibre entre les contraintes que subit le matériau en un point M de cette face et naturellement les contraintes liées aux sollicitations extérieures qui sont ici soit l'eau le long du parement OA, soit la pression atmosphérique le long du parement OB. Voilà quelle est la méthode. Donc d'abord, je définis la normale unitaire sortante, je définis ensuite l'équation de la face, j'écris l'expression du vecteur contrainte, et ensuite j'applique le principe de l'action et de la réaction. Alors regardons ce qui se passe tout d'abord le long de l'arête OA, qui est le parement amont du barrage. La normale unitaire sortante, compte tenu de l'orientation du repère, est égale à moins EY. Quelle est l'équation de cette face? Regardez où a été choisie l'origine du repère. Cette face, elle est caractérisée, quel que soit m, par y égale 0, et y est égal à 0 pour tout x variant de 0 à la profondeur ou la hauteur du mur en béton, c'est-à-dire h. Ensuite, on va appliquer la relation de Cauchy pour obtenir le vecteur contrainte. Donc, vous revoyez apparaître la matrice associée au tenseur des contraintes, dans sa forme simplifiée. On multiplie par n, n c'est 0x moins 1 fois uy plus 0ez, et on obtient donc un vecteur contrainte qui a 3 composantes, moins taux xy porté par ex, moins sigma y porté par ey, et 0 porté par ez. Voilà, donc on peut le réécrire sous cette forme-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'il y a équilibre entre le vecteur contrainte interne et les sollicitations externes. Les sollicitations externes, à la profondeur petit x, elles proviennent de quoi? Elles proviennent de l'eau, qui a un poids volumique gamma, et donc à la profondeur petit x, les sollicitations extérieures génèrent une contrainte qui s'écrit, une
distribution hydrostatique gamma W, pour le poids volumique de l'eau, que multiplie X. C'est porté par EY. Et donc, à l'équilibre, on a Cmn qui est égal à C extérieur Mn. Donc on obtient tout de suite, deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales, et bien que taux xy est égal à 0, attention, le long de l'arête OA, ailleurs on verra, et que sigma y, toujours le long de cette arête, est égal à moins gamma wx. Alors on a d'un côté ce que l'on a écrit sur la face OA avec la démarche méthodologique qui consiste à écrire l'équilibre, et on a de notre côté l'expression générique des fonctions d'Airy qui sont valables en tout point du solide, mais aussi en particulier sur cette arête OA. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'expression des fonctions d'Airy, là où on a de l'information, c'est-à-dire pour taux xy et pour sigma y, on va écrire y égale 0. Alors si on écrit y égale 0, par exemple dans taux xy, on aurait taux xy qui est égal à moins dx, et sur cette face-là, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0h, taux xy est égal à 0. Donc la seule solution, c'est que d soit égal à 0. De la même façon, sur l'autre équation, on écrit y égale 0, donc sigma y est égal à ax moins gamma bx, et donc on tire, en disant que sigma y est égal à moins gamma wx, tire immédiatement que grand A est égal à moins gamma w plus gamma b. Alors on va faire la même chose sur le parement OB en espérant que la même démarche nous permette d'obtenir les deux autres constantes qui nous manquent, à savoir grand B et grand C. Alors on écrit la normale unitaire sortante, donc on reporte l'angle sommet bêta. La normale unitaire sortante est égale à moins sinus bêta EX plus cosinus bêta EY. Quelle est l'équation de cette face? Eh bien, tout point M sur cette face de coordonnées petit x, petit y respecte la relation tangente de bêta égale y sur x. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? On écrit l'expression du vecteur contrainte sur cette face en multipliant la matrice associée au tenseur des contraintes par la normale unitaire sortante. C'est ce qui est écrit sur ce transparent et qu'on va développer sur une ligne sur le transparent suivant. Voilà, donc l'expression du vecteur contrainte. Et ce vecteur contrainte en tout point M sur cette face, que rencontre-t-il à l'extérieur? Eh bien, il rencontre la pression atmosphérique. Et comme on se place en pression relative, je vous rappelle que la pression relative, c'est l'écart à la pression atmosphérique, puisque c'est ce qui crée finalement effectivement le déséquilibre, eh bien la pression atmosphérique est comptée comme étant nulle sur cette face, donc le vecteur correspondant aux sollicitations extérieures est nul. Donc bilan de l'opération, eh bien on obtient deux relations que vous voyez écrites sous forme d'un système moins sigma x sinus bêta plus taux xy cosinus bêta égale 0 et la deuxième équation qui est du même type. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme pour la face OA, on va mettre d'un côté ici à gauche, ce que l'on a obtenu en écrivant les étapes de la démarche le long de l'arête OB, et de l'autre côté, eh bien, l'expression générique pour laquelle on a déjà remplacé les constantes A et D des fonctions d'Airy, qui sont valables, on le rappelle, en tout point du milieu continu, et donc en particulier le long de l'arête OB. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplacer dans ces expressions Y par X tangente bêta, et on va identifier terme à terme les informations. Alors, voilà, la première équation, j'ai remplacé sigma x par sa valeur, donc by plus cx moins gamma bx. J'ai remplacé taux xy par sa valeur, moins gamma wx. Et dans la deuxième équation, bien là encore, j'ai remplacé taux xy et sigma y par leur valeur. Donc on va d'abord traiter, donc on voit qu'on a un système de deux équations à deux inconnues. Donc ce serait bien le drame si on n'arrivait pas à le résoudre. On peut le résoudre d'autant plus facilement que la deuxième équation est une équation à une inconnue. Donc de la deuxième équation, on va tirer immédiatement la valeur de la constante C et que l'on injectera dans la première équation pour tirer la valeur de la constante P.
Donc, comme je vous l'ai dit, je vais d'abord traiter la deuxième équation. La deuxième équation vous permet d'écrire que est égal à gamma wx cosinus bêta divisé par y sinus bêta. X sur y, au même titre que cosinus sur sinus, vous font apparaître au dénominateur la tangente. Donc, on obtient C égale gamma w sur tangente carré bêta. Et donc, je m'en vais introduire cette expression de C dans la première équation, de façon à tirer B, et il n'y a aucun calcul très très compliqué. Donc, j'ai fait apparaître le terme BY sinus bêta d'un côté du signe égal, de façon à laisser de l'autre côté du signe égal toutes les informations que je connais. Je vais diviser maintenant par Y sinus bêta, donc des simplifications dans les premiers termes, sinus bêta sur sinus bêta, des réécritures X sur Y en fonction de la tangente, et puis dans le dernier terme, un cosinus bêta sur sinus bêta qui là aussi va faire apparaître une tangente, donc c'est ce que vous voyez ici, et donc tout développement fait, mais ce n'est pas très long, on obtient la valeur de la constante B. Voilà, ce qui fait que, arrivé à cette étape, eh bien, nous pouvons écrire explicitement toutes les composantes de la première partie de la matrice associée au tenseur des contraintes, sigma x, sigma y et tau xy. Et il nous reste naturellement, mais nous l'avions annoncé dans la deuxième séquence, il nous reste à estimer ou à déterminer la valeur ou l'expression de sigma z, et là on va faire appel à la loi de Hooke. Voilà. Donc d'ores et déjà, on peut analyser les composantes de cette matrice et on va se livrer à un petit quiz. Alors, rechercher ou établir l'expression du Laplacien en coordonnées cylindriques. Ceci est important parce que certains problèmes font appel à des cylindres qui sont sollicités généralement radialement et pour lesquels on demande d'établir le champ des contraintes. En écrivant l'équilibre d'un élément de volume parallélépipédique, eh bien, justifier la relation que nous avons admise, qui consiste à dire que les forces surfaciques, donc les contraintes, sont bien représentées par la divergence de la matrice associée au tenseur des contraintes. Troisième question ou réflexion, lorsque j'ai introduit, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement dans ce problème, le poids volumique du béton, j'ai fait apparaître le potentiel V duquel découlent les forces volumiques, et donc vous avez déjà entendu en physique ou en sciences de façon générale que toute force dérive d'un potentiel, et donc on vous demande d'expliquer et d'illustrer cette phrase. Quatrième question, pourquoi la pression atmosphérique qui règne d'une part au niveau du parement aval et d'autre part au niveau de la surface libre n'est-elle pas prise en compte? Et enfin, dernière question, commenter la nature des fonctions présentes dans la première partie de la matrice associée au tenseur des contraintes, c'est-à-dire essayer d'expliquer le sens de variation des composantes sigma x, sigma y, tau xy en fonction des paramètres. Paramètres, on a le poids du béton, sur lequel on ne peut pas trop jouer, le poids volumique de l'eau, naturellement les barrages ça retient de l'eau, et puis ensuite deux caractéristiques géométriques, grand H et bêta. Voilà pour la fin de la séquence 3. La séquence 4, qui va démarrer juste après, va être consacrée d'une part à la détermination du terme sigma z, et ensuite, comme nous l'avions dit à l'introduction, à l'exploitation de cette matrice pour écrire le vecteur contrainte sur la face d'intérêt, c'est-à-dire la face AB, à l'interface entre le barrage en béton et le substratum rocheux. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants.